C'est l'un des plus grands spécialistes du foot en France, évidemment, leader de la rubrique foot à l'équipe, et puis j'en passe, Vincent Duluc, c'est le dictionnaire amoureux illustré de la Coupe du Monde chez Plon Grund. C'est fabuleux, les photos sont absolument incroyables, on va en regarder quelques-unes. La passion du foot vous habite, cher Vincent. Mais quand même, là, un mot de cette CAN au Maroc. Comment il faut s'y prendre? Il y a vraiment des favoris? Est-ce que vraiment le Maroc peut avoir ses chances? L'Égypte, enfin bon, on est dans quel état d'esprit là? C'est un rendez-vous assez formidable. Déjà, c'est un rendez-vous qui dans le temps est un peu décalé parce que ça va commencer le 21 décembre, ça va finir à la mi-janvier. C'est un rendez-vous en plus qui intervient l'année même de la Coupe du Monde, ce qui est le cas tous les 2 ans. Mais cette année, ça intervient l'année où la Coupe du Monde s'élargit enfin plus largement à l'Afrique. Jusque-là, il y avait que 5 pays africains. Là, il va y en avoir peut-être 10 en fonction du barrage de la République du Congo au mois de mars. Donc voilà, on est un peu un tournant. On est aussi un tournant parce que le Maroc sera co-organisateur de la future Coupe du Monde. Donc voilà, c'est vraiment un moment important. Ça vient 2 ans après le miracle de la Côte d'Ivoire qui avait failli être éliminé au premier tour à la maison. Qui va tenter et qui va tenter de conserver son titre. Donc voilà, ça va être une fête immense au Maroc. On espère qu'elle ne sera pas voilée, cette fête, par l'absence d'Achraf Hakimi, qui vient d'être élu meilleur joueur africain, qui est l'arrière-droit du PSG et qui est blessé. Il s'est lancé dans une course contre la montre pour pouvoir être présent à cette fête-là. Et vraiment, on le souhaite à la fois au public marocain et à Hakimi lui-même. Ça va être extraordinaire. Le Cameroun, Nigeria, les grands sont là. Hein. Tous les grands sont là, évidemment. Il y aura la Tunisie. C'est toujours la même chose. Il y a toujours le même... on va dire la même rivalité entre les pays du Maghreb. On a oublié, il faut le citer, l'Algérie. Attention, il ne faut pas oublier l'Algérie. Il ne faut pas oublier l'Algérie qui a une équipe assez remarquable, à qui manque sans doute un couronnement, mais qui quand même, sous l'effet aussi des binationaux, quand même, vraiment développe aujourd'hui une force quand même qui est intéressante. Le foot africain, il apporte un truc là, toujours. Il y a un renouvellement, c'est très important sur la scène mondiale en fait. Hein. Mais en fait, c'est un foot qui est devenu très important grâce aussi au changement de réglementation. C'est-à-dire pendant très longtemps, quand les joueurs étrangers étaient limités avant l'arrêt Bosman et avant les arrêts Cotonou, etc., c'était un peu plus compliqué pour les joueurs africains de s'imposer à l'étranger, en dehors de la France, à cause des liens coloniaux. Là, aujourd'hui, maintenant, les joueurs africains peuvent jouer dans le monde entier, et ça développe vraiment la force des nations africaines. Alors, ils jouent, évidemment, voilà, ils jouent dans des équipes qu'on retrouve dans ce bouquin, le dictionnaire amoureux illustré de la Coupe du Monde, hein, Vincent. Hein. Ils jouent dans les équipes, évidemment, en France, ils jouent dans les championnats. Les Africains, c'est fondamental. Mais il y a un lien historique et profond entre l'Afrique et le football français. D'abord, pendant très longtemps, le foot français a dû beaucoup aux joueurs africains. Il suffit de se souvenir qu'en 98, il y avait 2 joueurs champions du monde qui étaient nés sur le sol africain, Marcel Desailly à Accra, au Ghana. Patrick Vieira à Dakar, au Sénégal. Il y a également ensuite Claude Makelele qui est né à Kinshasa. Donc il y a toujours eu ce lien-là et la France s'est toujours servie quand même de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a un renversement des valeurs grâce au nouveau règlement de la FIFA qui permet à des joueurs de représenter la France en sélection de jeunes, puis le pays d'origine, le leur ou de leurs parents, de leurs grands-parents plus tard, ce qui fait que maintenant la France rend un peu à l'Afrique tout ce qu'elle y avait pris avant. Et c'est un équilibre historique qui est quand même assez sympa. Alors un mot avant de parler du bouquin, mais c'est le bouquin, la prochaine Coupe du Monde. On dit même pas besoin de dire du football d'ailleurs, hein, vous le dites, c'est la Coupe du Monde maintenant, c'est tellement énorme. Comment ça se présente là, les équipes qui ça y est, vont gagner leur ticket là? Mais en fait, on n'en sait rien parce que c'est la première Coupe du Monde à 48 équipes. Ça va être assez gigantesque. Jusqu'en 98, il y en avait 24. En 98, il y en a eu 32. Maintenant, il y en a 48. Ça veut dire qu'il va y avoir 12 poules de 4. Il y a à peu près 50 matchs en plus. Ça va être gigantesque sur 3 pays. On sort d'une Coupe du Monde au Qatar sur un territoire grand comme la Gironde. Et on arrive sur une Coupe du Monde continentale, États-Unis, Canada, Mexique. Et ça va tout changer. Ça va être assez gigantesque. Alors, la première partie de la compétition consistera seulement à éliminer 16 équipes sur 48. Et ensuite, il y aura 16e de finale, 8e de finale. Ça va être une Coupe du Monde assez dingue. On ne sait pas encore à quoi ça va ressembler. Très ouverte, en fait. On ne sait pas d'emblée... Elle va être très ouverte, mais je ne sais pas si elle peut être beaucoup plus ouverte que celle au Qatar, où on avait vu la Tunisie en demi-finale, ce qui était quand même la meilleure performance d'une nation africaine et qui était vraiment une vraie surprise.
Là, cette fois, on a quand même l'impression que l'Argentine, le Brésil, la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Allemagne, l'Espagne... Oui, ils seront là, ça, tous les sûr. classiques ne devraient pas être très loin quand même. Ouais. Et la France, dans tout ça, dans cette coupe, comment ça se présente avec Deschamps et avec ses joueurs? Mais déjà, c'est la dernière Coupe du Monde de Didier Deschamps, donc il va avoir envie de réussir ses adieux, puisque après 14 ans, il va se retirer à l'issue de cette Coupe du Monde. Oui, c'est justifié d'ailleurs, une parenthèse, Vincent. Qui s'en aille? Oui, non, qui sont encore là. Non, mais parce qu'on pourrait dire c'est peut-être la Coupe du Monde de trop. Non, mais là, il a réussi son pari. Il a mérité quand même de durer aussi longtemps, parce que c'est quand même le sélectionneur qui a eu les meilleurs résultats de toute l'histoire de l'équipe de France. On peut dire que c'est un des plus grands personnages de l'histoire du foot français. Il a gagné la Coupe du Monde comme sélectionneur. Il l'a gagné comme joueur auparavant et comme capitaine. Oui, il mérite de vivre un beau crépuscule, mais c'est compliqué de pas penser que l'équipe de France puisse aller loin, parce qu'on sort quand même d'une période exceptionnelle où la France vient de disputer 4 des 7 dernières finales de la Coupe du Monde. Nous sommes d'une génération où il y avait plutôt des Coupes du Monde sans la France. Il y a eu 12 ans... Mais là, on s'y est habitué. Hein. Mais voilà, 12 ans entre 66 et 78 sans Coupe du Monde, 12 ans encore entre 86 et 98 sans Coupe du Monde. Et aujourd'hui, c'est feu d'artifice tous les 4 ans. Donc, effectivement, ça a changé. Oui, alors voilà, on voit des photos défiler. Elles sont toutes dans ce... Parce qu'au départ, ce dictionnaire amoureux, c'était d'abord un dictionnaire avec des dessins, avec évidemment de A à Z, comme ça, des articles sur tout ce qui compte dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et là, on a des photos, on va en voir, c'est absolument formidable. Alors, comment on sélectionne un peu ce dictionnaire amoureux? Comment vous, l'amoureux, Vincent, l'amoureux total et pleuré du foot, vous êtes tombé dedans, hein, comme Obélix dans la potion magique. Hein. Ça, mais comme disait Michel Hidalgo, quand ils avaient une équipe, choisir, c'est renoncer. Donc effectivement, le plus difficile, c'est de savoir à quoi on renonce. Parce qu'après, au niveau de l'image, de l'illustration, il y a des fonds tellement fantastiques, que ce soit des fonds en noir et blanc, des fonds en couleur, que moi, j'ai adoré donner vie un peu à tous ces textes. Alors, c'est des histoires qui suffisent à elles-mêmes, mais notre mémoire collective et notre nostalgie, elles se nourrissent quand même de ces images-là. Oui, Georges Best, évidemment, auquel vous avez consacré un bouquin magnifique, un roman, on va dire. Alors, il y a B, il y a Ballon. Enfin bon, voilà, c'est des choses fondamentales. Évidemment, on retrouve à Z, Zizou, Zidane. Tout le monde est là, quoi. Et évidemment, Maradona, évidemment, tous les grands phares de l'histoire du foot. Tout à fait. Ce qu'il y a, c'est qu'entre le dictionnaire amoureux en texte qui était paru avant 2022 et là, il a quand même fallu ajuster la réalité. Et la réalité, c'est que Messi, par exemple, est enfin devenu champion du monde. Oui. La réalité, c'est que Kylian c'est Mbappé... mise à jour, là. Il y a une mise à jour. Kylian Mbappé a marqué 3 buts aussi en finale de la Coupe du Monde. C'est des choses qui changent. Mais en fait, ce qui est passionnant dans la Coupe du Monde, c'est que ça concentre la mythologie du football, en fait. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire un dictionnaire de football, mais ça aurait été très vaste. Mais en fait, en se concentrant sur la Coupe du Monde, on se concentre sur la mémoire collective, sur le bonheur collectif aussi, sur ces traces-là. Alors, il y a des entrées comme ça dans ce dico, c'est génial. I Will Survive, évidemment. Il y a la chanson de Gloria Gaynor. Absolument. C'est évidemment la main de Dieu. Oui. Alors ça, c'est mythologique, ça. Ah, c'est mythologique. La main de Dieu, effectivement, c'est la main de Diego Maradona devant le gardien anglais, Peter Shilton, en 1986, en pleine guerre des Malouines, et qui a pris du coup une résonance parfois un peu mystique, mais aussi politique et quasi militaire à ce moment-là. Ouais. C'est devenu... Voilà. Pelé, c'était pas la main de Dieu, c'est le pied de Dieu, Pelé. C'est vraiment... Je pense que quel que soit le bout par lequel on prend cette légende de la Coupe du Monde, Pelé est toujours au-dessus de tout le reste. Il en a gagné 3. Et pour avoir revu les images de la Coupe du Monde 70, qui sont à peu près les premières images en couleur qui soient aussi modernes, on est fasciné par l'extrême modernité de son jeu, par les gestes incroyables, par le charisme. Je pense qu'on n'avait jamais vu ça avant et qu'on n'a jamais vu ça depuis. Alors on retrouve des joueurs plus récents, Hugo Lloris par exemple. Il a droit à son... il a droit. Ça a été l'un des deux capitaines français qui a brandi la Coupe du Monde avec Didier Deschamps. Donc déjà ça le distingue. Ça a été l'un des rares gardiens qui a brandi la Coupe du Monde comme capitaine et ça le distingue aussi. Et c'est quelqu'un qui a fait 4 phases finales de Coupe du Monde, 2 finales. Bien sûr, et c'est recordman de sélection en France. Il méritait tout ça. Mais même Grisou, évidemment, Griezmann. En fait, c'est ça qui est fascinant, c'est à la fois de pas n'être que dans la nostalgie, mais aussi d'essayer d'intégrer à cette mythologie tous les acteurs modernes. C'est-à-dire de pas dire que c'était mieux avant, de dire que c'était magnifique avant, mais c'est aussi magnifique aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on garde de la place pour les acteurs d'aujourd'hui. Alors il y a les Champs-Élysées, évidemment.
Ça, Mais les Champs-Élysées quand on les remonte, voilà. c'est que ça s'est bien passé, hein, en général. Hein. Ou quand on les descend, d'ailleurs. Oui, quand on les descend. Parce que c'est souvent dans le sens de la descente. C'est dans le sens de la descente. Parfois, c'est parce qu'on s'est planté aussi. On les descend quand même. Parfois, on descend trop vite aussi. Mais on essaye d'accélérer quand on a perdu. On va voilà, plus vite. mais très franchement, quand on parle du bonheur collectif, quand on regarde les images de la nuit du 12 juillet 1998 avec Zizou président sur l'Arc de Triomphe ou le lendemain le défilé de l'équipe de France, on voit que c'est sur les Champs-Élysées que se concentre tout ce bonheur-là. Oui, tiens, moi, un truc qui m'intrigue, les bijoux du capitaine. Alors, les bijoux Alors du ça, capitaine... c'est pas les bijoux de la Castafiore. Non, hein, pas du tout, mais on rien n'était à pas voir, si loin. hein. C'est Bobby Moore, le capitaine de l'équipe d'Angleterre, championne du monde en 66, qui en arrivant à Bogota, en Colombie, avec l'Angleterre, avant la Coupe du Monde 70 au Mexique, avait été pris dans le vol d'un collier dans une bijouterie, arrêté par la police. Il y avait une grande enquête et on ne sait toujours pas s'il l'a fait ou s'il l'a pas fait. Mais comme on le sait pas, il a une belle statue de lui au stade de Wembley en Angleterre toujours. Ouais, alors on disait il y a la main de Dieu, il y a la main du médecin. Oui, la main du médecin. Oui, mais ça c'est une autre chose, mais c'est indispensable. Mais hein. la main du médecin est liée à la main de Dieu. C'est-à-dire bon que la main du médecin, c'était le médecin de l'équipe de France et de l'Olympique Lyonnais en foot qui s'appelait Jean-Marcel Ferret et qui avait été, l'équipe de France était éliminée, donc il suivait pas d'équipe à la Coupe du Monde 94. Il avait été désigné par la FIFA pour être le médecin à Boston et c'était à Boston que Diego Maradona avait été contrôlé positif et mis hors de la Coupe du Monde. Et c'était lui, Jean-Marcel Ferret, qui avait tiré son numéro au sort. Donc en fait, voilà, c'était la main du médecin qui avait mis fin un peu à la mythologie de la main de Dieu. Mais alors, si on parle de la France, pourquoi le bleu? Pourquoi cette couleur bleue? Il y a à B, il y a bleu. Pourquoi on est en bleu? Parce que c'est resté. Alors, historiquement, l'équipe de France a parfois joué en rouge, même assez souvent. C'est vrai que on n'est pas habitué à ça. Mais c'est pas resté. Le bleu s'est imposé sur la durée. Même si moi je regrette que parfois l'équipe de France joue complètement en bleu, j'aimais bien quand il y avait des bas rouges et le short blanc qu'on pouvait dire les tricolores. Aujourd'hui on peut plus dire les tricolores. Aujourd'hui on est obligé de dire les bleus parce qu'ils jouent d'une seule couleur. J'étais étonné à la lettre M, je trouve Mussolini. Alors ça c'est moins rigolo, mais Mussolini il est dans l'épopée de la Coupe du Monde. Absolument. L'Italie organisait la Coupe du Monde en 1934 et Mussolini en avait profité pour promouvoir son idéal fasciste, qu'il soit via les constructions monumentales ou via l'espèce d'exacerbation d'un idéal masculin. Voilà. Alors tiens, note parce que c'est un de vos confrères, hein, cher Vincent, c'est évidemment Thierry Roland. Mais oui, évidemment parce que bon Thierry, vous qui êtes quand même un journaliste très objectif, oui. hein, vous n'êtes jamais chauvin, vous n'êtes jamais pas du tout. Alors lui, c'était le contraire, Thierry. Oui. Mais moi, je suis chauvin avec Thierry. Ah oui. J'adorais Thierry en fait. Oui, c'est ça. J'adore Thierry et parfois dans des dîners en ville avec des copains, on continue à se réciter ses aphorismes quoi. Enfin, c'est toujours ces petites ça phrases venait comme ça. Ça venait comme ça. Et maintenant, il a dit un jour à la fin 98, maintenant on peut mourir. Voilà. Et ce qui lui est arrivé d'ailleurs, il l'a vécu avant de mourir. Il avait quand même dit pas tout de suite, mais on peut. Ah mais pas tout de suite. Mais on n'est pas pressé non plus quand même. Mais ces phrases, c'est toujours. Vous allez quand même pas me dire, mais Roubaix, c'est quand même pas Alain Delon. Et puis, il en avait des fois, c'était quand même des limites. Hein. Quoi. Bon, on va pas revenir sur les limites. En équipe de Corée, il y a 2 lits. Ils doivent avoir une grande chambre. Voilà, des choses mais c'était un type profondément sympa. Ouais, profondément. C'était un type gentil. Ouais, c'était vraiment un type gentil. Et moi qui commençais assez jeune dans ce métier-là, il a toujours été gentil avec les jeunes et ça, moi, je l'oublie pas. Ouais, c'est un milieu gentil, le foot, quand même. Non. Les joueurs, tout ça. Non, mais là, écoutez, regardez la réponse comme ça, spontanément, ça vient. Non, mais c'est un milieu qui peut être chaleureux. C'est une belle vie. Mais c'est pas toujours facile d'y travailler aujourd'hui, quoi. Voilà, ça a un petit peu changé. Ouais, pression, le pognon. Beaucoup de pression, beaucoup d'intermédiaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rapport direct entre le joueur et le journaliste ou le joueur et l'environnement est devenu un peu plus difficile. Chaque joueur est une PME. Donc, il faut traverser ces couches pour atteindre. Pour arriver à Dembélé, pour arriver à Mbappé, c'est beaucoup plus facile de déjeuner avec un ministre qu'avec un joueur du PSG. Ah oui. Ah, c'est vrai. Ah oui, sans problème. Il gagne plus d'argent qu'un ministre, hein, quand même. Hein. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est vrai aussi. Les transferts sont beaucoup plus lucratifs pour un joueur plutôt qu'un ministre. Ah oui, c'est sans commune de mesure, mais ça dure moins longtemps. Ça dure moins longtemps, oui. Mais quand même, ça fait rêver. Parce que vous, Vincent, vous êtes encore un gamin devant la Coupe du Monde, devant toutes ces images. Alors, je remonte le bouquin parce que vraiment, ça, c'est un beau cadeau de Noël, hein, vraiment. Hein, c'est magnifique et que les photos sont incroyables. Ça fait rêver toujours. Ça fait rêver et dans la vie,
Je continue parfois de compter en Coupe du Monde. C'est-à-dire que ça reste mon repère dans le temps. Je sais quand telle année c'était en Argentine, telle année au Mexique. Je sais où j'étais, je sais comment j'étais. Là, je suis bientôt à l'âge de la retraite, quand même. Ça va venir un moment à l'autre. Ah oui. Et je commence à dire encore une Coupe du Monde ou peut-être encore deux. Oh non, non, C'est-à-dire non. que le reste je compte pas, mais les Coupes du Monde La je les compte. retraite, quoi, c'est voilà. impossible. On peut pas prendre sa retraite quand on aime le foot. C'est pas possible. Non, ça ouais, c'est pas. Je suis pas très pressé. C'est Ouais, vrai. mais vous l'avez déjà porté la coupe là, celle qu'on voit là, ici là. Non, une réplique, oui. Ah non, non. Mais Faut la la vraie, vraie, la mais la vraie. vraie, il y en a très peu qui la portent. Parce qu'en Elle est fait, lourde. on ne sait pas si la vraie, d'abord, arrive le jour de la finale de la Coupe du Monde. On sait qu'il y a une Coupe du Monde assez précieuse qui reste très peu de temps sur le terrain, qui passe un peu de main en main, et qu'après, le service de sécurité récupère immédiatement. Elle rentre dans un coffre Oui. escorté en Suisse. Et c'est une réplique que le pays ramène. Oh là. C'est plus la vraie, en fait. Attendez, vous nous révélez une escroquerie là. Mais non, Là, vous nous révélez un truc. En fait, ils ramènent un machin. Oui, mais le problème, c'est que l'ancienne Coupe du Monde, la Coupe Jules Rimet, avait été volée au Brésil. Ah oui, on sait et même plus fondue- où elle est. Et fondue, elle Ah a oui. disparu par des trafiquants. Donc, c'est ça que... Pire que les bijoux du Louvre. Voilà, c'est exactement. Hein C'était un peu ça. Il y avait un peu des pieds nickelés qu'on n'avait jamais Ah ouais. vus. Merci Vincent Duluc. Le dictionnaire amoureux illustré de la Coupe du Monde chez Plon Grunt. C'est un livre absolument magnifique, porté par la passion d'un homme, Vincent. Voilà. S'il n'était pas là, le foot, ça serait pas pareil. Merci, Ça Patrick. serait pas ça. Merci, Vincent.